Bonjour, donc bienvenue chez Mnesi Formation. Alors le sujet, vous l'avez eu, je le rappelle, ce sont les neurosciences cognitives qui s'invitent dans nos formations. Euh, Elles vont nous éclairer sur le fonctionnement du cerveau des apprenants. Donc quels enseignements tirer de ces avancées scientifiques pour mieux enseigner et pour mieux apprendre. Voilà, telles sont les questions. Donc c'est à cette question que va répondre notre invité pendant ces 45 minutes. Donc vous pourrez poser des questions à travers un chat. On va y répondre au fil de l'eau. Donc cet invité, bonjour Eric. Oui, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Donc Eric est formateur de formateurs, spécialisé en neurosciences cognitives. Eric intervient au sein d'organismes de formation d'adultes afin d'initier les formateurs, mais aussi les concepteurs pédagogiques, les ingénieurs pédagogiques, les ingénieurs de formation aux neurosciences cognitives. Donc Eric, tu as coproduit avec Jean-Luc Berthier. Oui. Alors tu as coproduit quoi? Le MOOC qui s'intitulait, donc je dis qui s'intitulait parce qu'il a 3 ans maintenant ce MOOC, on l'a joué 2 fois. Donc un MOOC qui s'intitulait Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives, qui avait pour objectif de montrer que les sciences cognitives pouvaient nous apporter des connaissances sur le fonctionnement du cerveau de l'apprenant. D'accord, et apparemment ce MOOC a très bien fonctionné. Écoute, pas mal, ouais. 30 000 apprenants dans 100 pays, qui s'intitule Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives. Alors, moi j'ai une première question. Oui. Une question même basique. Peux-tu nous donner la définition de ces neurosciences cognitives et en quoi sont-elles aujourd'hui incontournables pour un formateur? Oui, bien sûr. Alors, toi, avant toute chose, je souhaite préciser quand même que les neurosciences cognitives ne sont pas une révolution. En revanche, l'avancée de la science, notamment ces 10 dernières années, et notamment sur l'imagerie médicale, nous permet aujourd'hui de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau de l'apprenant. Donc, les neurosciences cognitives désignent en fait le domaine d'étude des mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la cognition. J'entends par là l'attention, l'engagement actif, la consolidation, bien évidemment. Donc, elles ont pour objectif, in fine, et en toute humilité, de faire évoluer les bonnes pratiques d'apprentissage et d'enseignement, donc à travers les preuves scientifiques du fonctionnement du cerveau de l'apprenant. Je précise que nous n'en sommes qu'au début de la connaissance du fonctionnement du cerveau, raison pour laquelle nous devons rester humbles et prudents. Voilà. Alors, maintenant, quels avantages pour le formateur, pour quand même répondre à ta question? Déjà, mieux connaître le fonctionnement du cerveau va nous permettre de prendre de la hauteur sur nos pratiques pédagogiques. Ça va nous donner aussi les premières clés de lecture sur ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Et enfin, nous ouvrir tout le champ des possibles en termes d'innovation pédagogique, tant sur les méthodes que sur les outils. D'accord. Mais en aucun cas, je le répète, parce que c'est quand même important, en aucun cas les neurosciences cognitives nous disent ce que je dois faire et comment je dois le faire. Seuls des échanges incessants entre le laboratoire et le terrain vont nous faire avancer dans nos bonnes pratiques. Voilà. Et pour finir de répondre à ta question, en quoi sont-elles incontournables aussi pour l'apprenant? Eh bien, elles lui permettent de mieux se connaître, d'apprendre à apprendre, voire pour les adultes, d'apprendre à désapprendre. Oui. D'accord. D'ailleurs, on voit bien que certains organismes de formation intègrent maintenant dans leur formation dite longue un module apprendre à apprendre. Parce qu'il suffit de 2-3 heures pour expliquer à l'apprenant adulte comment fonctionne son cerveau en phase d'apprentissage, comment travailler la consolidation, car c'est bien l'objectif de la formation. Il ne s'agit pas uniquement de comprendre, il s'agit bien de mémoriser et de transférer ensuite. Voilà. Donc, quelles sont les méthodes et les outils qui vont pouvoir l'aider à s'évaluer, à mémoriser. Et puis aussi, dans ces 2-3 heures, on parle quand même des neuromythes qui ont la vie dure. Ah oui, ces fameux neuromythes. On y reviendra dans les 3 quarts d'heure sur ces feuilles. Tu vas en citer quelques-uns.
Mais avant cela, peux-tu nous dire en quelques mots ce que tu enseignes aux formateurs et qui, pour certains, ont des années de formation, des centaines, voire des milliers d'apprenants à leur actif? Oui, c'est sûr. Alors, en premier lieu, je leur dis que d'être formateur, c'est exceller dans deux champs de compétences complémentaires, donc à savoir celui du domaine qu'ils enseignent et celui de la pédagogie. Nous avons fort heureusement de bonnes pratiques acquises de façon empirique. Il s'agit là de donner les clés pour être encore meilleurs dans nos prestations, pour un seul et unique objectif, la satisfaction pleine et entière des apprenants et des commanditaires. Alors la plupart du temps, on commence par les mémoires. Dire je n'ai pas une bonne mémoire ne veut pas dire grand-chose. En schématisant, il existe 5 grands systèmes de mémoire que je vais exposer très rapidement, mais c'est quand même essentiel qu'on passe quelques minutes dessus pour la compréhension de la suite. Alors notamment, on parle de mémoire perceptive, c'est celle de nos 5 sens. C'est celle qui nous permet de reconnaître un visage, un objet, un lieu, un parfum. J'en dirai pas plus sur la mémoire perceptive. La mémoire sémantique, tu vois, j'ai représenté une bibliothèque, c'est notre disque dur. Oui, c'est clair la représentation. Voilà. C'est le foyer de notre savoir, c'est le champ de nos prérequis exigés pour suivre la formation. C'est ce qu'on appelait, il fut un temps, la mémoire à long terme. D'accord. Donc ensuite, on a la mémoire épisodique. Alors bon, c'est pas grave, on peut parler tout de suite de la mémoire procédurale. C'est celle qui nous permet de faire des choses de manière inconsciente à force de répétition. Elle est fondamentale, cette mémoire procédurale, parce qu'elle va libérer de l'espace dans le système de mémoire dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est la mémoire de travail. Mais je pense que sur la mémoire épisodique, donc c'est la mémoire des événements passés, c'est souvent celle qui est liée aux émotions. Tu vois, là, on a représenté un bouquet de mariés. Quand je dis que pour que quelque chose s'ancre dans la mémoire sémantique, il faut de la répétition. Dès lors où on touche les émotions, il suffit que ça arrive une fois, que je l'ai entendu une fois ou vécu une fois, pour que de toute façon, ça reste ancré. Mais ça reste pas ancré cette fois-ci dans la mémoire sémantique, mais bien dans la mémoire épisodique. Donc, c'est ce qui est lié aux émotions. Et pour finir, parce que j'ai dit qu'il y avait 5 champs de mémoire, donc tu vois, et puis on a mis une seule diapo pour cette mémoire-là, donc c'est qu'elle a toute son importance, oui. Toute son importance. Donc cette mémoire de travail, c'est celle qui nous sert à comprendre, à raisonner, à produire, à décider. En fait, c'est celle qui est la plus sollicitée dans les phases de présentiel. Quand nous sommes face à nos stagiaires, c'est celle qui va travailler à 90%. Chez nos stagiaires. Seulement voilà, elle a 2 grands défauts, cette mémoire de travail, c'est qu'elle est éphémère et limitée. Alors quand je dis qu'elle est éphémère, c'est de l'ordre de quelques minutes, au mieux quelques heures. C'est ce qui explique que comprendre n'est pas apprendre. Alors quant au fait qu'elle soit limitée, ça m'amène à dire aux formateurs, n'en dites pas trop. Tout dire est contre-productif. On risque d'embrouiller nos apprenants parce qu'ils n'ont pas la capacité de discerner l'essentiel de l'accessoire. Donc c'est à nous, formateurs, de flécher les fondamentaux, de flécher les essentiels. Parce que justement, la mémoire de travail est limitée. Et ce que j'évoque là, c'est très souvent le biais du formateur ancien qui oublie qu'il a mis 20 ans à acquérir les connaissances et l'aisance dans la matière qu'il enseigne. Et dans sa grande bonté, il veut tout donner, tout ce qu'il sait. Alors qu'en face, nous avons des mémoires de travail qui sont biologiquement limitées. Oui, c'est là, je peux rebondir là-dessus. On peut citer le cas, et on l'a tous fait en tant que formateur, où on présente 90 slides par jour, avec 45 lignes par slide, écrit en tout petit parce qu'on veut en proposer le plus possible. Ouais, c'est ça. Et en réalité, on a une mémoire de travail qui est limitée et finalement, on arrive vite en surcharge cognitive. Complètement. Donc, le simple fait d'avoir conscience de ça, ça permet de modifier un petit peu sa posture. Donc, allégeons nos PowerPoint. Ça c'est sûr. Même, entre autres. Tiens, si je m'autorise moins mais mieux. Oui, moins mais mieux, on est d'accord. Voilà.
Alors, c'est intéressant et sûrement très passionnant de visiter tous ces systèmes de mémoire, mais allez, il faut être pragmatique, hein. Oui. En pratique, face à l'apprenant, ça donne quoi? Alors, suite à cette description très schématique des systèmes de mémoire, on aborde tout de suite les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Hein, avec ces 4 piliers qui sont le premier, oui, donc ça c'est Aristophane qui disait ça, former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. L'idée, elle est là, quoi. Quand on dit moi mais mieux, c'est un peu ça, quoi. Oui. D'accord, voilà. Alors donc le premier pilier de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, c'est l'attention. Là, je dirais, sans attention, pas d'apprentissage. C'est la première préoccupation du formateur. Capter et conserver l'attention de ses apprenants. Alors, capter l'attention en début de cours, nous savons le faire. Une vidéo très courte qui met dans l'ambiance, un storytelling d'actualité, une mise en situation qui éveille le questionnement, il n'y a pas de souci. Une petite blague. Voilà, ouais, pas trop, mais bien placé. Bon, ça, on sait le faire. En revanche, maintenir l'attention durant un module de 2 heures demande de l'énergie et de l'engagement de la part du formateur, car c'est aider l'apprenant à lutter contre 4 phénomènes. Et ces 4 phénomènes sont les suivants. Je crois qu'il y aura une diapo, mais une fois qu'on aura vu les quatre piliers. Donc, les 4 phénomènes pour donc maintenir l'attention, enfin, les 4 phénomènes contre lesquels il va falloir lutter pour maintenir l'attention de nos apprenants. Le premier phénomène, c'est les distracteurs. On a tous des distracteurs dans les cours. Et je ne pense pas aux stagiaires qui amusent la galerie, mais le simple fait que les premiers flocons de neige, quand ils vont tomber, il y en aura toujours un pour dire tiens, ça y est, il neige, quoi. Et puis tout le monde ou la sonnerie d'un téléphone portable. Voilà, par exemple. Bon, voilà. Alors, tu parlais de téléphone portable, justement, je rebondis sur ce deuxième phénomène, c'est les sollicitations. Nous sommes de plus en plus sollicités, justement, par les SMS, les apprenants qui ont leur micro devant eux, le micro portable devant eux, et puis qui lisent les mails plutôt que d'écouter ce que dit le formateur. Parce que, mais on le verra justement parmi les neuromythes, on a le sentiment d'être en mesure de faire 2 choses conscientes à la fois, quoi, et écouter le formateur et puis lire ses mails. Non, on verra que c'est pas possible, d'accord. Alors les pensées émergentes, je veux dire que nous sommes pétris de pensées émergentes. Je prends souvent l'exemple, je suis sur la route, notamment sur une 4 voies où finalement je conduis en toute sécurité malgré tout, mais mon cerveau vagabonde et puis à un moment je me dis je suis déjà rendu là. Voilà, c'est bien parce que j'ai eu des pensées émergentes qui faisaient que j'étais ailleurs que dans le présent. Ça va être aussi la pensée à un moment tu vas te dire je crois bien que j'ai oublié de fermer la porte de la maison avant de partir ce matin. Voilà. Ou si les premiers flocons de neige tombent et on se dit je suis parti en vélo ce matin, j'ai oublié mes gants. Voilà, des choses comme ça qui font que pendant ce temps-là, tu n'es pas attentif à ce que dit le formateur. Oui, bien sûr. Alors, ça va être difficile de lutter contre ça, sauf si on en a déjà conscience. Et puis le dernier, alors là, c'est les impulsions non pertinentes. Je pense à Daniel Kahneman qui a écrit Système 1, Système 2, qui explique très simplement que de toute façon, notre cerveau va toujours au plus rapide. C'est-à-dire qu'on a 2 méthodes de fonctionnement. Méthode qui va utiliser le moins d'énergie possible pour et ce qui est tout à fait naturel, voilà. Et puis, mais qui va être très rapide, mais qui va utiliser moins d'énergie, mais pour autant qui va parfois nous amener dans l'erreur. Et donc l'attention va faire en sorte que je vais utiliser ce système 2 qui est plus réfléchi et qui va justement prendre de la mémoire dans la mémoire de travail. Voilà. Bon, j'en dis pas plus parce qu'on pourrait, ne serait-ce que rien que sur le système 1, système 2, y passer 1 heure. Voilà. Alors le deuxième pilier, tu l'as déjà affiché, c'est l'engagement actif. Alors, tout à l'heure, je vous disais, sans attention, pas d'apprentissage. Eh bien, dans l'engagement actif, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un cerveau passif n'apprend pas. Donc, en 2 mots, effort et interrogation. Parce que s'interroger, ça permet cet aller-retour entre la mémoire de travail et ma mémoire sémantique. Parce que c'est parce que je m'interroge, déjà que je sais ce que je sais et surtout ce que je ne sais pas. Si je ne m'interroge pas, je ne peux pas savoir ce que je sais et encore moins ce que je ne sais pas. C'est vrai. Et le fait de ne pas savoir ce que je ne sais pas, va en fait m'aider à faire effort sur ce que je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu compliqué ce que je dis, mais c'est parce que je m'interroge que je suis enclin à faire des erreurs et donc à apprendre. D'où poser des questions, poser des questions.
en permanence. Se poser des questions en tant qu'apprenant, et nous, en tant que formateur, c'est aider justement cet apprenant à s'en poser. Et favoriser les questions. Oui, mais complètement. Des temps pour les questions. Ah, mais tout à fait. Et des questions, c'est avant, pendant, après, quoi. Tout au long. Voilà. Alors, le troisième pilier, c'est le retour d'information. En d'autres termes, c'est donner le droit à l'erreur. Concevoir le questionnement, on en parlait tout à l'heure, comme une méthode d'apprentissage à part entière. Considérer que l'erreur est une des meilleures façons d'apprendre. Ce n'est pas le cas dans le système éducatif français. Mais non, mais c'est ça, mais tout à fait. Parce que c'est parce que je fais des erreurs que je vais les corriger, que du coup, je vais enfin modifier et consolider mes liens mnésiques, et donc apprendre. C'est parce que je modifie mes liens mnésiques que j'apprends. Si je ne modifie pas mes liens mnésiques, notamment dans ma mémoire sémantique, c'est que j'ai rien appris. Donc on peut se tromper, donc il faut se tromper. Oui, il faut se tromper. Et c'est grâce à ces erreurs qu'on va consolider. Alors, voilà, je cite aussi souvent l'exemple, comme tu disais, cette affirmation qu'il faut oser l'erreur n'est pas évidente à faire sienne, notamment au regard de la place que tient encore l'erreur dans notre système éducatif, comme tu disais. Mais imaginez un pilote d'avion, un chirurgien qui ne fait jamais d'erreur durant son apprentissage. D'ailleurs, Daniel Kahneman, dans son livre Système 1, Système 2, cite cet exemple-là. Cet individu aura le sentiment de tout savoir, de tout connaître. Il n'aura pas la capacité de se remettre en question, et le jour où il commettra une erreur, vous serez dans l'avion sur la table d'opération, et ce serait quand même regrettable. D'accord ? Donc j'insiste sur le statut de l'erreur qui est très important dans les phases d'apprentissage. C'est le moment ou jamais déjà de faire ses erreurs quand on est en phase d'apprentissage, plutôt que de les faire en situation réelle. Et un autre livre qui est très, très, très sympa à lire aussi, c'est Les décisions absurdes de Christian Morel. Peut-être que d'ailleurs dans notre auditoire, des gens ont déjà lu Christian Morel ou Daniel Kahneman, et je pense qu'ils ne démentiront pas ce que je dis là. Et le dernier pilier, c'est la consolidation. Là aussi, c'est un peu le maillon faible de nos systèmes d'apprentissage, parce que pour consolider du savoir, seul le questionnement, donc ce qu'on appelle les mémorisations actives, et les reprises expansées, permettent justement de consolider et répondre à cette exigence. C'est-à-dire que j'ai compris en cours, si je ne reviens pas sur ce que j'ai vu, ça restera et ça s'évaporera très vite de ma mémoire de travail. Alors, est-ce que tu peux définir une reprise expansée ? Alors, une reprise expansée, en réalité, c'est que je vais demander, en tant que formateur, je vais demander à mes stagiaires de retravailler pendant le stage sur les choses qu'on a vues dans la journée ou dans la semaine. L'oubli, quand on parle de mémorisation, c'est vrai qu'on devrait commencer par parler de l'oubli. L'oubli est naturel et incessant. C'est-à-dire que l'oubli, de toute façon, à un moment ou à un autre, fait son effet. Même si j'ai consolidé dans ma mémoire sémantique, le temps va faire que je vais oublier. Donc, quand je dis répétition expansée, c'est-à-dire que la courbe des bingos, ça, monsieur Bingo, c'était déjà en 1850 avait mis ça en exergue, c'est qu'il va falloir, de toute façon, à un moment ou à un autre, que les choses que je sais bien, que j'ai consolidées, il va falloir que je les revoie, mais dans le temps. C'est plusieurs mois, plusieurs années après, pour reconsolider mes chemins neuronaux, reconsolider mes liens mnésiques. Parce que quand on dit que j'ai oublié, je n'ai pas complètement oublié, sauf que les informations se sont dispatchées dans à peu près 200 champs différents du cerveau. Et quand je cherche l'information, c'est un petit peu ce qu'on a, tu sais, quand on dit je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne vient pas. En fait, c'est que je n'arrive pas à reconsolider mon lien. Donc j'ai l'information, mais je ne sais plus où elle est, je ne la retrouve pas. Il suffit généralement de passer à autre chose pour que ça revienne. Donc c'est que c'est pas oublié si ça revient. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Alors, si je reviens sur l'attention, c'est pas facile de maintenir l'attention. Donc, sans attention, pas d'apprentissage, c'est pas un peu fort, ça? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut être attentif plusieurs heures. Oui, alors, on sait que l'apprenant peut difficilement maintenir une attention soutenue pendant plus de 10 minutes. Ça, on le sait très bien, parce que c'est d'une part très énergivore, et puis je parlais tout à l'heure des pensées émergentes, entre autres, qui de toute façon reviennent au galop, qu'on le veuille ou non. Et donc c'est là qu'intervient l'art du formateur, aidé ou pas d'ailleurs par la technologie. Mais je reviens sur des choses dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le formateur, en questionnant,
en touchant les émotions, par une photo, par une courte vidéo, par les jeux aussi. Les apprenants sont friands de ludopédagogie. Hein, et je pense notamment à WooClap, hein, qui mise sur tous ces registres. D'ailleurs, tu l'utilises, me semble-t-il. Oui, je l'utilise et depuis quelques mois, je le préconise à tous nos formateurs. Donc voilà, j'en profite pour les personnes connectées. Utiliser WooClap, ça s'écrit W-O-O-C-L-A-P. C'est un outil qui propose une version gratuite qui permet de créer de multiples activités, entre autres des quiz, mais pas que. Et qui permet de maintenir l'attention, de faire un feedback, donc ce fameux retour d'information, de consolider. Donc voilà, vous êtes tous invités à créer un compte avec votre adresse mail et à essayer d'utiliser WooClap. C'est vraiment un très bon outil. D'autres connaissent sans doute Klaxoon ou Bicast. Ben voilà, on est dans le même genre d'outil en fait. Ah ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça nous aide vraiment à maintenir l'attention de nos apprenants. Oui. Oui. Alors, donc tu nous dis 2 mots si tu le souhaites sur la technique d'animation. Sur le statut de l'erreur notamment. Ouais. Hein, ouais. Alors, très simplement, si tu veux, c'est parce que je m'interroge hein, sur le statut de l'erreur, c'est parce que je m'interroge que je suis enclin à faire des erreurs. Si je m'interroge pas, je ne ferai pas d'erreur. Donc, quand je dis je m'interroge ou que l'enseignant m'interroge, quoi. Hein. Donc, en d'autres termes, tant que je n'ai pas testé mes connaissances ou mes compétences, je ne sais pas ce que je sais, et donc je ne risque pas de modifier mes chemins neuronaux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'illusion de savoir parce que je comprends, mais comprendre n'est pas apprendre. Hein, d'accord ? Donc, c'est en ça que j'attache beaucoup d'importance, notamment au e-learning avant, pendant et après la formation, et aussi à la FEST, donc l'action de formation en situation de travail. Alors justement, c'est quoi apprendre et quelle place donnes-tu à l'e-learning? Ok. Alors, apprendre, je crois qu'on a peut-être une diapo qui suit. Ouais, donc ça, c'était celle justement qui reprenait les 4 qui est une synthèse phénomènes. De ce qu'on vient de dire, voilà, en fait. Tout à fait. Et je pense que tu as une diapo après. Voilà. Donc, apprendre, c'est d'abord savoir. Hein, c'est avoir un minimum de savoir. On arrive tous avec un minimum de savoir. Voilà, parce que sans savoir, je ne peux pas comprendre. En fait, c'est ce qu'on appelle les prérequis, qui sont fondamentaux. Pour le coup, le e-learning a toute sa place. Quand je dis du e-learning avant, c'est bien pour travailler justement sur ces prérequis, de telle sorte à ce que l'intérêt que j'y vois premier, c'est que j'ai un peu plus de chances d'avoir une classe avec un niveau plus ou moins homogène. D'accord ? Voilà. Ensuite, apprendre, c'est aussi comprendre, c'est-à-dire faire des liens avec ce que je sais déjà ou ce que je crois savoir. Et c'est à ce moment-là que je corrige mes liens mnésiques. Là aussi, le e-learning a son rôle en complément du présentiel. Et troisième étape, dans l'apprentissage, une fois que j'ai compris, il va falloir que je mémorise. Donc, nous avons vu tout à l'heure que la mémoire de travail est le champ de la compréhension, de la décision, du raisonnement. Mais nous savons aussi maintenant que cette mémoire, en plus d'être limitée, est éphémère. Alors donc, pour mémoriser, il va falloir répéter, en s'interrogeant et de façon expansée. Et là aussi, c'est là qu'intervient le e-learning. Et enfin, apprendre, c'est transférer. Donc, transférer, oui, rien de tel que l'action pour ancrer son savoir-faire, qui correspond bien à l'objectif final de la formation d'adulte. Et là, je préconise quelques heures d'accompagnement en présentiel sur le poste de travail de l'apprenant. D'accord. Alors, si je comprends bien, tu préconises l'e-learning avant, pendant et après le présentiel. Oui. Ça va m'endoser tout ça, je suppose. Entre autres pour travailler l'ancrage mnésique. Tu préconises cette phase de transfert sur le poste de travail de l'apprenant. Peux-tu me dire en quoi l'e-learning dispensé en aval a un impact sur l'animation en présentiel? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on a parlé de niveau nivelé tout à l'heure. Oui. Bon, c'est déjà la première chose, quoi. Ouais. Bon, ça tombe un petit peu sous le sens, que là, ça va donner des prérequis à ceux qui ne les détiendraient pas. D'accord. Mais ça va aussi réduire considérablement ce que moi j'appelle le temps de chauffe.
Parce que les apprenants vont arriver dans le stage, ils sont déjà dans le bain. Hein, pour peu que dans cette phase de e-learning, je les ai déjà accompagnés, on va même parfois avoir déjà un groupe formé, parce que pour peu que dans le tutorat, je leur ai donné quelques exercices à faire ensemble, ils se sont encore pas vus, que déjà ils se connaissent parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble, tu vois, hein. Les apprenants, pour certains, vont arriver avec des questions, avec des attentes, ce qui ne sera pas le cas si on n'a pas cette phase préalable. Je trouve qu'en tant que formateur, rien de tel que d'avoir des apprenants qui arrivent et avec plein de questions, qui sont demandeurs. Là, on se dit déjà, hein, on va même plus avoir à travailler l'attention puisque c'est eux-mêmes qui vont être demandeurs. Hein. Le formateur va pouvoir se raccrocher à des séquences qu'ils ont visionnées en e-learning avant le présentiel. Et puis, bah oui, comme je te disais, quoi. Hein, le fait qu'ils aient pu travailler avant même de se voir, moi j'y vois aussi un réel avantage. Enfin, je ne vois que des avantages à avoir cette phase de e-learning avant même le présentiel. Ok, donc ça, oui, réduire le temps de chauffe, finalement, c'est quelque chose qui est important. Hein. Oui. Ils arrivent déjà avec des questions. En effet, c'est très clair. Alors, l'e-learning tout seul cette fois-ci. Ah oui. Tu peux me dire ce que tu en penses? Bon, alors, à cette question, je réponds souvent par une citation de Philippe Carré, professeur en neuroéducation, qui dit ceci: on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. D'accord, ça c'est une réponse qui est… Voilà, ouais, tout à fait. Bon, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que nous avons besoin d'échanger. Nous avons besoin de rapprochement physique. Nous avons besoin de faire fonctionner nos 5 sens. Souviens-toi, la mémoire perceptive. Donc, nous en parlions au tout début. Le simple fait, écoute, le recul que nous avons aujourd'hui sur les MOOC fait réfléchir. Seulement 3 à 5% des inscrits vont au bout de leur formation. C'est vrai. Bon nombre de MOOC proposent des rencontres entre apprenants pour compléter ce qu'ils n'ont pas à travers l'outil numérique. Hein? Donc, même si les modules de e-learning sont de mieux en mieux construits, s'ils sont de plus en plus interactifs, il n'empêche que le présentiel doit perdurer dès lors qu'il apporte une réelle plus-value au distanciel. D'autres termes, ne cherchons pas à rentrer au chausse-pied tous les modules de formation dans des capsules numériques. Est-ce que tu confierais ta vie à un pilote de ligne ou un chirurgien qui aura tout appris à distance? Non. Bon, voilà. Non, ça je te confirme. Je veux qu'il teste sur quelqu'un d'autre avant. Bon. Tu voulais nous parler tout à l'heure de ces fameux neuromythes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Quelques-uns. Non, mais complètement. Je suis en train de me dire, on a peut-être des questions, parce qu'on a peut-être un petit peu oublié les gens, non? Nous aurons le document présenté, oui. Hein, voilà, le concept, c'est de pouvoir participer à l'écrit pour poser des questions. Puis bonsoir, il y a plein de notre expert. Le concept, c'est de pouvoir participer à l'écrit pour poser des questions. Oui, tout à fait, oui. Non, pas de questions. On continue alors. Allez. Oui, on continue. On continue. Ah oui, alors, oui, bien sûr. Donc là, c'est la synthèse que j'affiche. Oui. Alors, les neuromythes. Alors, on va commencer par un qui est la vie dure, c'est les styles d'apprentissage. Tu sais, on a tendance à mettre les apprenants dans des boîtes, ces fameux VAC, les visuels, les auditifs, les kinesthésiques. Bon. Nous sommes tous visuels, nous sommes tous auditifs, nous sommes tous kinesthésiques. Certes, avec nos préférences. Mais pour autant, il est important, durant une même séance de formation, d'alterner les postures pédagogiques afin d'offrir de la diversité pour un meilleur apprentissage. Quand on parle de bimodalité pédagogique, c'est bien parce que je vais parler, donc toucher les auditifs, et je vais accentuer mes propos avec un visuel. Hein, mais je ne veux pas dire, bon, alors là, j'ai plutôt une catégorie de visuel, donc je vais lancer du PowerPoint, voilà. Bon, ceux-là, ils sont cognitifs, c'est pas la peine que j'y passe de la vue. Enfin bon, ça n'a pas de sens. En plus, ça n'a rien de scientifique, quoi. Ça n'a absolument rien de scientifique. Donc c'est un neuromythe. Voilà, complètement, tout à fait. Alors, un autre aussi neuromythe. On en parle beaucoup, voilà. ça. Ouais, alors, on ne parle pas forcément de multitasking, mais bon, c'est le terme qu'on emploie en termes de neurosciences. Mais j'insiste, notre cerveau n'est pas en mesure de faire deux choses conscientes à la fois.
il va passer en réalité très très vite d'une tâche à l'autre, ce qui va prendre au bout du compte plus de temps que si les deux tâches avaient été réalisées l'une derrière l'autre, sans compter la fatigue et la surcharge cognitive qu'engendre le multitasking. Hein. D'où l'intérêt, alors je dis bien, nous ne sommes pas capables de faire de choses conscientes. D'où l'intérêt de la mémoire procédurale. Tu te souviens, dans les 5 mémoires, je parlais de la mémoire procédurale, qui, elle, va me permettre de faire des choses de manière inconsciente. Je prends souvent cet exemple, peut-être que dans l'auditoire, il y a des gens qui jouent de la guitare et qui se sont mis à jouer de la guitare tout simplement pour s'accompagner au chant. Et on se pose souvent la question, mais comment est-ce que je peux chanter en même temps jouer de la guitare? Moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Parce que je ne joue pas suffisamment bien de la guitare pour que ce soit rentré dans ma mémoire procédurale. Donc, je suis obligé de réfléchir où je pose mes doigts, comment je gratte ma guitare. Pendant ce temps-là, je ne peux pas chanter. Parce qu'on me demande de faire 2 choses conscientes à la fois. Oui, je comprends. Voilà. Par contre, on peut avoir une conversation et conduire en même temps. Exactement. Donc, on fait 2 choses en même temps, mais conduire, c'est inconscient. Ah, c'est devenu inconscient. C'est devenu inconscient. Okay. Il y a qu'à se souvenir les premières fois qu'on a fait nos premières heures de conduite. Oui, il fallait se concentrer. Il fallait vraiment se concentrer. Donc, notre mémoire de travail était prise à 100% sur la conduite. Il fallait regarder, il fallait écouter, il fallait regarder partout, il fallait se réfléchir où je mettais les pieds, les mains. Voilà. Là, maintenant, c'est rentré complètement dans la mémoire procédurale, la conduite chez nous. Donc, on peut effectivement avoir une conversation. Oui, je t'arrête avant de continuer peut-être sur les neuromythes. Oui. Il y a quelques questions. Oui. Y a-t-il des différences suivant, donc, Jérôme, y a-t-il des différences suivant les types de formation? Alors, je suppose que Jérôme, tu veux parler des différences sur les sujets traités, les domaines traités ou les formations plutôt pratiques ou théoriques du dessous. Formation d'expertise et formation débutant. Oui, Alors des différences sur quoi? Mais oui, il y aura des différences. Alors, généralement, sur les formations d'expertise, je vais donc m'adresser à pas forcément encore des experts, puisque l'objectif justement c'est d'en faire des experts, mais donc ça veut quand même dire que je m'adresse à une population qui maîtrise le sujet. Généralement, c'est beaucoup plus facile parce que de s'adresser à des gens comme ça, parce qu'ils maîtrisent déjà le sujet. Et plus on maîtrise un sujet, plus c'est facile de monter en graduation. Hein. Plus j'en sais, plus c'est facile. On voit bien d'ailleurs, parfois on est étonné de voir comment certaines personnes arrivent à résoudre des équations du xème degré, alors que nous, il nous faut un temps fou pour la résoudre. Tout ça, tout simplement parce que il y a des choses qui sont rentrées dans leur mémoire procédurale, qui font qu'ils ont leur mémoire de travail pour réfléchir à ce petit delta qui fait la différence. Voilà. Alors que nous, notre mémoire de travail, elle est là pour tout résoudre. Donc, est-ce que, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Sinon, on peut passer à la question d'après. Oui. Voilà, Jérôme a répondu oui. Là, donc, une question de Céline. Il faut rendre l'apprenant acteur de sa formation, mais comment? Quelles sont les astuces? Alors, quand on dit acteur de la formation, si c'est en présentiel, j'en parlais tout à l'heure, en présentiel, ça veut vraiment les questionner. Très souvent, je pars du principe, alors ça va être un petit peu moins vrai sur des formations quand je m'adresse à des débutants, mais justement quand je m'adresse à des gens qui maîtrisent déjà le sujet, très souvent je pars du principe que si j'additionne les connaissances et les compétences de chacun, j'arrive à 80% du sujet que j'ai à traiter ou les choses que j'ai à dire. Donc je les fais participer. D'accord, donc travail de groupe, interaction entre les participants. Ou même les interroger, tout simplement. Interrogation. Les interroger. Donc le temps pour poser des questions est important finalement. Mais oui. Il faut. Oui. Là, je le répète, c'est moins mais mieux. C'est-à-dire que quand je commence une formation, je me dis, voilà, je flèche les essentiels. Ça, je veux qu'ils le sachent. Ça, ils doivent absolument le retenir ou ils doivent avoir la compétence sur telle et telle chose. Bon, c'est ce qu'on appelle les objectifs pédagogiques, les objectifs métiers, on va pas revenir là-dessus.
hein. Mais je le répète, sauf sur les formations ab initio, mais autrement, quand on est sur de l'expertise, mais les gens, ils en savent déjà parfois même plus que nous. Ça m'est arrivé d'avoir des apprenants qui en savaient plus que moi, mais très bien. Mais je trouve ça super. Oui, on peut s'en servir pour Voilà, faire progresser les autres, oui. Alors, je sais pas hein, si j'ai bien répondu à la question, peut-être qu'il y avait autre chose, mais de toute façon, c'est les faire participer, c'est les interroger, c'est repérer ceux qui ont des bonnes méthodes, des bonnes choses à nous apprendre. Voilà. Si on est plutôt animateur que de faire du descendant, bah là, on va avoir des apprenants acteurs. C'est clair. Alors, une question intéressante, mais on en a parlé. C'est tout intéressant. Sur la peur de se tromper. Donc, Odile, oui. Comment lutter contre la peur de se tromper, complètement inhibitrice chez certains apprenants? Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'on a, moi je me souviens avoir eu des stagiaires qui étaient quasiment terrorisés à l'idée de se tromper dans la réalisation d'exercices. Complètement. Ben là, je pense qu'il faut prendre quelques minutes pour leur expliquer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Leur dire que de toute façon, l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Que s'ils ne font pas d'erreur, ils n'apprendront pas. Parce que c'est parce que je fais des erreurs et que je les corrige. Donc moi, en tant que formateur, je corrige tout de suite, c'est le retour d'information. C'est le fameux 3e pilier, le retour d'information. C'est parce que je corrige les erreurs de mon apprenant que je vais donc modifier ses liens amnésiques dans sa mémoire de travail, dans sa mémoire sémantique, pardon. S'il ne fait pas d'erreur, c'est que je lui ai rien appris, c'est qu'il savait déjà tout. Donc on pourrait même créer des exercices pour qu'ils fassent des erreurs. Je dis, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais ce qu'il faut, c'est désacraliser l'erreur, quoi. La rendre tout à fait naturelle. Mais il a raison, c'est quelquefois complètement inhibiteur. Oui, mais il y a un vrai stress de l'erreur qui n'est pas un bon stress, qui est un mauvais stress. Oui. Donc c'est à nous de leur dire, c'est normal. D'accord. C'est tout à fait normal. Il faut les rassurer. Ok, alors, Cyril, les exercices qui ne fonctionnent pas, j'en suis friand et ça fonctionne très bien. Ben voilà. Cyril applique la théorie de l'erreur, c'est-à-dire je donne un exercice et ils font des erreurs. Exact, dit Odile. Ok, bon. Voilà. Parfait. Alors, peut-être, on était sur les neuromythes. Est-ce que tu avais terminé? Écoute, de quel neuromythe je pourrais… Ah, si, il y en a un qui est pas mal. Je veux apprendre le russe. Tu penses que dans la nuit, là, en passant un MP3… Oui, écoute, en tout cas, il y en a qui le vendent. Oui, il y en a qui le vendent. Il y en a qui le vendent. Bon, alors voilà. Là, on lit ça aussi parfois, qu'il est possible d'apprendre en dormant. Bon, bien sûr, c'est totalement faux. C'est totalement faux. En revanche, ce qui est vrai et indispensable à la consolidation mnésique, donc à l'apprentissage, c'est le sommeil. Parce que pendant notre sommeil, notre cerveau va rejouer à vitesse rapide et plusieurs fois ce qu'on a commencé à construire, si tu veux, dans la journée. Donc, on va consolider. On consolide en dormant, notamment s'il y a eu effort, questionnement et répétition. Donc le sommeil est indispensable à tout apprentissage, mais je le répète, on n'apprend pas seulement en dormant, tout comme on n'apprend pas sans effort. Oui. Parce que s'interroger, faire des exercices, faire des erreurs, se corriger, c'est ça, faire des efforts. Être attentif, c'est ça, faire des efforts. Et je ne l'ai pas dit, mais il faut quand même savoir que notre mémoire de travail, donc c'est celle qui nous aide à comprendre, à décider, consomme 20% de l'énergie que nous avons dans notre assiette au quotidien. C'est énorme. Oui, d'ailleurs, en parlant d'énergie, il y a une question avant de passer au neuromythe suivant de Natacha. Les heures d'apprentissage, mythe ou réalité? Alors, si je traduis, mais Natacha m'arrêtera si mauvaise traduction, est-ce que après déjeuner, voilà, on peut apprendre après déjeuner pendant la digestion? C'est vrai que c'est quand même tout de suite un petit peu plus difficile. Je pense que oui, c'est ça la question, d'accord. Non, c'est pas un mythe. Les heures d'apprentissage, il y a des heures qui sont quand même beaucoup plus propices à l'apprentissage, notamment à partir de 9h du matin.
Alors, c'est vrai que de 8 à 9, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après le repas, là, on a des heures entre 13h et 15h, c'est pas les meilleures non Ne plus. serait-ce que parce que la digestion dépense beaucoup d'énergie. Exactement. Et que cette énergie, on en a besoin pour apprendre. Mais exactement. Donc, il y en a une grosse partie qui est utilisée. Mais complètement. Digestion. Tout à fait. Alors là, c'est pareil. Si on a la possibilité, l'après-midi, faisons des exercices. Oui, si on peut pas toujours, mais. On peut pas toujours. Ouais. Mais dans la mesure du possible, faisons des exercices l'après-midi. Et la durée d'une journée d'apprentissage pour une bonne formation, c'est quoi? C'est une question de Jérôme. Ouais. Déjà, si je dépasse 7 heures, ça n'a plus beaucoup de sens. 7 heures dans la journée. Chez M2I, c'est 7 heures. Tu vois, le référentiel. Au-delà de 7 heures, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, 7 heures de théorie non plus, quoi. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Donc, d'autant plus que, on va pas avoir le temps d'en parler, mais j'ai vu des formations, des journées entières théoriques qu'on a revues, qu'on a transformées complètement en travaux pratiques ou en TD. Oui. On peut très bien passer de la théorie à travers des TD ou des TP, sans faire aucun descendant, sinon qu'un quart d'heure sur 2 heures. Ça allonge peut-être un peu la durée de la formation. Pas forcément. D'accord. Il faut y réfléchir. J'ai des exemples où on n'a pas allongé d'un quart d'heure et puis c'était beaucoup plus. C'est une vraie réflexion à avoir. Ah oui, complètement. Voilà. Alors, allez, un petit dernier avant que. Sur Neuromythe, sur les neuromythes, parce qu'il y en a un aussi qui a la vie dure, celui-là encore, c'est que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Bon, alors, il suffit de savoir que les 5 systèmes de mémoire que j'ai décrits au début sont logés à peu près, comme je te le disais, dans 200 champs différents du cerveau, et qu'ils sont tous intriqués pour comprendre que nous utilisons notre cerveau en totalité. En revanche, qu'il y ait de la place dans notre mémoire sémantique, que nous puissions pousser les murs de la bibliothèque, ça c'est une réalité, quoi. Là on peut y aller, d'accord. Il y a de la place, d'accord. Mais on utilise bien 100% de notre cerveau. Ok, donc voilà. Nous arrivons au terme des 45 minutes de cet échange, très intéressant. Et si je dois résumer tes précieux conseils, je dirais les neurosciences cognitives nous aident à renforcer nos bonnes pratiques d'apprentissage et d'enseignement. Mais attention, il faut avancer avec prudence. Nous avons encore beaucoup à découvrir dans ce domaine. Tu as formé des centaines de formateurs et d'ingénieurs pédagogiques, notamment au ministère des Armées, ces 10 dernières années. Et je suppose que les résultats sont largement au rendez-vous. Écoute, c'est pas mal. Dans ce domaine. C'est pas mal. Donc, pour résumer, je vais revenir sur cette diapo. 5 systèmes de mémoire perceptive, sémantique, procédurale, épisodique et mémoire de travail. 4 piliers d'apprentissage, donc l'attention, on en a beaucoup parlé, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Et 3 mots-clés, effort, interrogation et répétition. Et évidemment, apprendre, c'est d'abord savoir, ensuite comprendre, puis mémoriser et transférer. Alors, les outils, parce que bien sûr, on a besoin d'outils pour nous aider à animer tel quel. Donc, j'ai parlé de WooClap qui peut vraiment construire sur ces 4 piliers dont on vient de parler, y compris le retour d'erreur, par exemple. Mais pas que. Je pense à d'autres outils. Alors, que moi j'utilise depuis des années, mais qui ne sont pas très répandus. Je pense aux cartes mentales, aux cartes heuristiques. Bien sûr, complètement. Voilà, donc moi je préconise Xmind ou MindMaster, par exemple, qui sont un très bon outil, qui permettent déjà de s'interroger et de synthétiser en fait des propos. Tu parlais de fléchage, de retenir l'essentiel, et je pense que voilà, ce sont des outils importants pour ça. En tout cas, merci aussi de nous avoir éclairé sur ces fameux neuromythes. Je pense qu'il y en a d'autres. On va s'arrêter là. J'ai bien compris que je ne pourrais pas gagner mes 90% qui restent, puisque j'utilise déjà tout mon cerveau. Et que je ne pourrais pas apprendre le russe en m'endormant ce soir. C'est bien dommage. Merci à tous, en tout cas. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.